Le matin où ils m'ont fait sortir du centre de rééducation de la Fondation Saint-Luc, j'avais exactement 40 € dans mon portefeuille, un sac plastique contenant les vêtements que je portais le jour de mon hospitalisation 6 semaines plus tôt. Et un téléphone qui ne cessait de sonner dans le vide. Je me tenais devant l'entrée principale sous un ciel de la couleur d'une eau de vaisselle sale, et j'ai appelé ma fille pour la 4e fois, directement sur sa messagerie vocale. Sa voix, claire et enregistrée, m'invitait à laisser un message. Je n'en ai pas laissé. Qu'aurais-je pu dire? Je me suis assis sur le banc en béton près des portes automatiques et j'ai regardé un moineau picorer quelque chose dans une fissure du trottoir. Je me suis dit qu'un moineau n'a besoin de personne pour le ramener chez lui. Mon gendre a décroché à la 2e sonnerie. Elle est occupée, a-t-il dit avant même que je puisse parler. J'ai besoin qu'on vienne me chercher. Ils me sortent aujourd'hui. Je lui avais dit mardi. Il y a eu un silence. Je pouvais entendre une télévision en fond sonore. Une émission avec des rires enregistrés. Nous avons beaucoup de choses à gérer en ce moment. Il a ajouté, tu devrais appeler un taxi. Puis il a raccroché. J'ai gardé le téléphone sur mes genoux et j'ai regardé les 40 € que j'avais sortis pour les compter à nouveau, comme si le montant pouvait avoir changé. La compagnie de taxi la plus proche à Giverny, dans l'heure, appliquait un tarif minimum de 15 €, et je vivais à 35 km de ce centre de rééducation. J'avais déjà fait le calcul. Je le faisais depuis lundi, quand ma fille m'avait envoyé un message court et sec disant « On va trouver une solution ». Et puis plus rien. Je veux que vous compreniez quelque chose avant que j'aille plus loin. Je ne suis pas un homme qui pleure facilement. J'ai grandi dans la campagne normande, dans une maison où mon père considérait les pleurs comme une forme de plainte. Et j'ai gardé cela en moi toute ma vie. De la même façon qu'on porte une cicatrice, on oublie qu'elle est là jusqu'à ce que quelqu'un appuie dessus. Je n'avais pas pleuré aux obsèques de ma femme il y a 11 ans. Je n'avais pas pleuré quand les médecins ont prononcé le mot AVC et ont remis à ma fille un dossier rempli de documents sur les soins de longue durée et les séquelles cognitives. Je n'avais pas pleuré durant les 6 semaines de thérapie ergothérapeutique, d'exercices d'orthophonie et l'apprentissage laborieux de boutonner ma chemise avec une main gauche qui ne coopérait plus comme avant. Mais assis sur ce banc, dans des vêtements trop grands parce que j'avais perdu 8 kilos à l'hôpital, j'ai failli craquer. Les portes automatiques se sont ouvertes derrière moi et un homme en manteau de laine gris est sorti et s'est assis à l'autre extrémité du banc. Il regardait son téléphone. Je ne lui ai pas prêté beaucoup d'attention. J'essayais de décider si mes 40 € suffiraient à me ramener au moins à mi-chemin, ou si je devais retourner à l'accueil pour demander s'il existait une aide pour les situations comme la mienne. Je n'avais jamais, en 64 ans, eu besoin d'aide pour une situation comme la mienne. Excusez-moi, a dit l'homme. J'ai tourné la tête. Il était plus jeune que moi, peut-être dans la quarantaine, avec ce genre de coupe de cheveux soignée qui coûte plus cher que ce que je dépensais autrefois pour mes courses hebdomadaires. Il me regardait avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Je suis désolé de vous déranger, a-t-il dit. Mais est-ce que vous vous appelez Raymond? Raymond Callaway? J'ai cligné des yeux. Oui, c'est bien ça. Il s'est levé du banc. J'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement. La façon dont les mains tremblent quand quelqu'un essaie très fort de garder son calme. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi, a-t-il dit. Je m'appelle Marcus Webb. Il y a environ 28 ans, vous m'avez laissé dormir sur votre canapé pendant 3 semaines et vous m'avez donné 200 francs quand je n'avais plus rien. Je l'ai dévisagé. Je m'en souvenais, lentement, comme on se souvient d'une chanson qu'on n'a pas entendue depuis des décennies. Ça revient par morceaux. La mélodie avant les paroles. Un jeune homme à la porte de ma maison rue des Tilleuls. L'hiver 1998. Envoyé par ma voisine Doris, qui disait connaître sa mère à la paroisse. Il avait perdu son studio, son emploi, il avait tout perdu d'un coup. Il avait 20 ans et trop de fierté pour aller dans un foyer d'accueil. J'avais un canapé. Ma femme, Carole, avait préparé le clic-clac avec des draps propres et insistait pour lui servir le petit déjeuner chaque matin. Marcus, ai-je dit. Son calme a alors volé en éclats, juste un peu, sur les bords, comme la glace se fissure sur une rivière qui se réchauffe. Il s'est rassis, plus près cette fois. J'ai pensé à vous et à Carole tellement de fois, a-t-il dit. Je suis passé devant votre ancienne maison rue des Tilleuls il y a 3 ans. Quelqu'un d'autre y vit maintenant.
Je vous ai cherché, mais je n'ai jamais pu trouver d'adresse actuelle. Nous avons déménagé après le décès de Carole, ai-je expliqué. Nous sommes sur la route départementale depuis environ 10 ans. Il a hoché la tête. Il est resté silencieux un moment. Puis il a regardé mon sac en plastique, mes vêtements trop larges, les 40 € que je tenais encore dans ma main parce que j'avais oublié de les ranger. Que se passe-t-il, a-t-il demandé doucement. De cette manière dont on pose une question quand on soupçonne déjà que la réponse est douloureuse. J'ai failli répondre, rien. Je ne suis pas habitué à répondre honnêtement à cette question. Mais il y avait quelque chose dans le fait d'être assis sur ce banc en béton, dans ses vêtements démesurés, avec 40 € et un téléphone qui m'avait lâché. Il y avait quelque chose qui avait chassé toute la place où ma fierté habitait d'ordinaire. Alors je lui ai tout raconté. L'AVC, mon réveil sur le sol de ma cuisine sans savoir depuis combien de temps j'étais là, l'ambulance, les urgences, le caillot, l'opération. Puis les longues semaines à Saint-Luc à réapprendre à marcher droit et à former des phrases dans le bon ordre. Je lui ai parlé de ma fille, de son attention initiale à l'hôpital, organisant tout, prenant des décisions, et comment cette attention s'était effilochée au fil des semaines, comme un pull qui bouloche et se décolore. Je ne lui ai pas encore parlé de mon gendre. Certaines choses doivent être dites dans le bon ordre, sinon mieux vaut ne rien dire. Marcus Webb a tout écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un moment. « Avez-vous un endroit où aller ce soir » a-t-il demandé. « Chez moi » ai-je dit. « Il faut juste que j'y arrive. Je vous conduis. » « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, Raymond. » Il a prononcé mon nom comme ma femme le faisait quand je m'entêtais inutilement sur quelque chose. « S'il vous plaît, laissez-moi vous conduire. » Il conduisait une voiture très propre et très silencieuse. Le genre de voiture qui roule si doucement qu'on oublie qu'on est en mouvement. J'ai regardé par la fenêtre les collines normandes, qui faisaient ce qu'elles font toujours en novembre quand les dernières feuilles sont tombées et que les lignes de crête ressemblent aux échines d'animaux endormis contre le ciel gris. J'avais toujours aimé cette partie du département. Carole et moi avions déménagé ici quand notre fille avait 7 ans parce que nous voulions qu'elle grandisse avec de l'espace pour courir. « Que faites-vous dans la vie » ai-je demandé à Marcus. Parce que je réalisais que je parlais de moi depuis 20 minutes sans lui avoir rien demandé. « Je suis avocat » a-t-il dit. Spécialisé en gestion de patrimoine, trust, protection d'actifs, ce genre de travail. Il a esquissé un sourire. J'ai utilisé vos 200 francs pour payer les frais d'inscription à l'université et le bus pour y aller. Je suis resté un moment à méditer là-dessus. Carole aurait aimé savoir cela, ai-je dit. Il a jeté un regard vers moi. Je suis désolé qu'elle ne soit plus là. Quand nous nous sommes garés devant ma maison sur la départementale, Marcus est sorti de la voiture avec moi. Il a monté les marches du perron, a attendu pendant que je cherchais mes clés, ma main gauche tâtonnant encore avec les objets qu'elle gérait sans réfléchir autrefois. Et quand j'ai poussé la porte, l'odeur de la maison m'a frappé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Fermé, vicié, avec l'absence de Carole qui flottait dedans, comme une pièce garde le froid quand le chauffage est coupé depuis longtemps. J'avais demandé à ma fille de surveiller la maison. Je l'avais demandé 3 fois. Elle était manifestement restée fermée depuis avant mon AVC. Il y avait du courrier au sol sous la fente de la porte. 6 semaines de courrier. Je me suis baissé pour le ramasser et Marcus m'a aidé. Nous sommes restés là dans le couloir à trier tout ça. Et puis, Marcus a trouvé l'enveloppe. Elle provenait d'un cabinet d'avocats de Paris. Je ne reconnaissais pas le nom sur l'entête. La lettre à l'intérieur faisait 3 paragraphes, écrite dans le langage prudent de ceux qui veulent dire quelque chose d'important tout en ayant l'air de dire quelque chose de banal. L'essentiel était ceci, ma maison était évaluée comme un actif potentiel en vue d'une prise en charge, et ma mandataire de protection juridique, ma fille, avait entamé une demande préliminaire de mise sous tutelle. J'ai lu 2 fois, puis je l'ai tendu à Marcus. Il l'a lu 1 fois. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose dans la qualité de son calme a basculé. « Raymond » a-t-il dit, « quand votre fille a-t-elle été désignée comme votre mandataire ?»« J'ai signé des papiers à l'hôpital » ai-je dit. Ils ont dit que c'était la procédure standard. Et avez-vous signé autre chose? Quelque chose concernant une procuration générale? J'y ai réfléchi. Il y avait eu des papiers. Il y avait eu beaucoup de papiers, et j'étais dans les premiers jours après l'AVC, quand ma pensée était encore lente et brumeuse,
et mon gendre était là dans la chambre, serviable et efficace, me tendant des choses à signer pendant que ma fille se tenait près de la fenêtre, regardant son téléphone. Marcus observait mon visage. Je ne sais pas exactement ce que j'ai signé, ai-je avoué. Il a plié la lettre soigneusement et l'a mise dans la poche de son manteau. J'ai besoin que vous me fassiez confiance, a-t-il dit. Pouvez-vous faire cela? Je l'ai regardé. Cet homme qui avait dormi sur mon clic-clac en 1998, qui avait mangé les œufs et les tartines de Carole chaque matin pendant 3 semaines, qui se tenait dans mon couloir 28 ans plus tard avec mon futur potentiellement volé plié dans la poche de son manteau. Oui, ai-je dit. Ce que je ne savais pas encore, ce que je ne comprendrais pleinement que lorsque Marcus m'exposerait la situation 2 jours plus tard autour de ma table de cuisine avec un bloc-notes jaune et une tasse de café, c'était depuis combien de temps cela se tramait. Mon gendre avait été patient. Je lui accorderais cela. Patient de la manière dont certaines choses sont patientes. Pas parce qu'elles sont bienveillantes, mais parce qu'elles attendent les bonnes conditions. Il avait épousé ma fille il y a 11 ans, à peu près au moment où j'ai déménagé sur cette départementale. Je ne lui avais jamais fait totalement confiance, mais j'avais gardé ce sentiment dans le même tiroir où je gardais la plupart de mes émotions, fermées, verrouillées, privées. Ma fille l'aimait. Il était charmant à la manière des hommes qui ont appris le charme comme un outil plutôt que comme une qualité. Il travaillait dans l'immobilier. Il connaissait toujours la valeur des choses. Ma maison sur 4 hectares, dans un département où les prix des terrains grimpaient régulièrement depuis 8 ans. Je l'avais achetée 140 000 €. Elle valait, selon des estimations récentes, près de 400 000 €. Je ne le savais pas. Je n'avais pas surveillé les valeurs immobilières. Je vivais dans ma maison, cultivant mes tomates en été, regardant le football le vendredi soir, rendant visite à la tombe de Carole le dimanche. Mon gendre, lui, surveillait tout cela. Marcus m'a expliqué lentement, me montrant les papiers qu'il avait demandés, ceux qu'il avait trouvés, et les documents que mon gendre avait préparés, ou fait préparer par quelqu'un. Alors que j'en étais à 3 semaines post-AVC et que je demandais encore aux infirmières de répéter parce que les mots glissaient devant moi. Une procuration durable, large dans sa portée, signée de mon écriture qui ressemblait encore à mon écriture, même quand ma main ne fonctionnait pas tout à fait correctement. Cela lui donne une autorité significative sur vos décisions financières, a déclaré Marcus. Ce n'est pas inattaquable. Il y a des motifs pour la contester, surtout compte tenu de votre état médical au moment de la signature et du fait qu'il n'y avait aucun témoin indépendant qui ne soit pas lié à votre famille. Je suis resté assis, mon café refroidissant devant moi. Ma fille, ai-je dit, est-ce qu'elle sait ce que cela signifie? Marcus est resté silencieux un moment. Dans ce silence, j'ai entendu beaucoup de choses qu'il ne disait pas. Je pense, a-t-il dit prudemment, que certaines personnes qui aiment quelqu'un dans un mariage compliqué en savent moins qu'elles ne le pensent. J'avais vu ma fille aimer mon gendre pendant 11 ans. J'avais vu, lentement, celle qui vérifiait tout avec lui avant d'accepter quoi que ce soit. Celle qui s'excusait pour des opinions qu'elle n'avait pas encore pleinement exprimées. Celle qui, quand j'appelais le dimanche soir, semblait toujours parler sur un ton un peu plus bas, comme si le volume d'elle-même avait été baissé. Je m'étais dit que ce n'était pas mes affaires. Je m'étais dit qu'elle était heureuse. J'avais gardé ce tiroir fermé. Marcus est resté dîner ce premier soir. Et puis il est resté dans la chambre d'amis parce que le chauffage n'avait pas été allumé depuis 6 semaines et qu'il fallait du temps pour que la maison se réchauffe. Il a dit qu'il ne se sentait pas de me laisser seul tant que la maison n'était pas redevenue vivable. Il était à nouveau à ma table de cuisine le lendemain matin quand je suis descendu, avec plus de café déjà préparé, des papiers étalés et une stratégie juridique qu'il avait apparemment construite dans sa tête depuis la veille. Je suis resté dans l'embrasure de la porte à l'observer en me disant que Carole aurait beaucoup aimé cet homme. Ma fille a appelé cet après-midi-là. J'ai répondu à la 2e sonnerie. Elle a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'étais rentré chez moi. Il y a eu un silence assez long pour dire tout ce qu'elle n'avait pas fait et ne pouvait pas annuler. Je suis désolé pour le trajet, a-t-elle dit. Les choses ont été compliquées. Je sais, ai-je dit. Tu t'en sors bien? Tu as besoin de quelque chose? J'ai pensé à la lettre du cabinet d'avocats de Paris. J'ai pensé à la procuration signée dans une chambre d'hôpital alors que je demandais encore aux infirmières de répéter. J'ai pensé aux 4 hectares de terrain valant près de 400 000 €. J'ai de l'aide, ai-je dit. Nouveau silence.
Quel genre d'aide? Un vieil ami, ai-je répondu. Ne t'inquiète pas. Elle a rappelé 3 heures plus tard. Je n'ai pas répondu cette fois-là. J'étais au téléphone avec le clerc de Marcus pour examiner des documents. Elle a appelé 2 autres fois avant 21 heures. Au 4e appel, j'ai décroché. Qui est cette personne qui reste chez toi? A-t-elle demandé. Sa voix avait une nouvelle tension. Le genre de tension qui appartient à l'anxiété de quelqu'un d'autre transmise à travers une personne que vous aimez. Il s'appelle Marcus Webb. Je t'ai dit que c'est un avocat. Il m'aide à examiner de la paperasse. Le silence à l'autre bout du fil avait une qualité particulière. C'était le silence de quelqu'un qui réalise qu'une situation qu'il pensait contrôler a développé un élément imprévu. Papa, a-t-elle dit, tu n'as pas besoin d'un avocat. Tu as juste besoin de te concentrer sur ta convalescence. Je suis concentré sur ma convalescence, ai-je dit. Cela en fait partie. Elle a demandé à passer le lendemain. J'ai dit oui parce qu'elle était ma fille et que je lui disais oui depuis 36 ans, et certaines habitudes survivent aux raisons qui les ont créées. Elle est venue seule. J'ai remarqué immédiatement qu'elle était venue sans mon gendre, ce qui signifiait soit qu'elle avait choisi de le faire, soit qu'on l'en avait empêché, et je n'étais pas encore sûr de savoir lequel. Elle semblait plus mince que la dernière fois que je l'avais vue, 3 semaines après le début de ma rééducation, une visite qui avait duré 40 minutes. Elle ressemblait à quelqu'un qui ne dormait pas bien. Elle ressemblait à ma fille, c'est-à-dire qu'elle ressemblait à Carole autour des yeux, et cela me touchait toujours. 11 ans après, Marcus s'est fait discret. Il a emmené son ordinateur sur la terrasse arrière et a dit qu'il avait des appels à passer, ce qui était vrai, bien que je pense qu'il comprenait aussi qu'il y a certaines conversations qu'un père doit avoir avec sa fille sans témoin. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. J'ai posé du café devant elle, c'est ce que je fais parce que c'est ce que ma mère faisait et sa mère avant elle. On pose du café devant les gens comme pour dire « je te vois et je ne vais nulle part ». Elle a entouré le mug de ses mains et n'a pas bu. « Je veux t'expliquer », a-t-elle dit. « D'accord, ai-je répondu. Elle a parlé longtemps. C'est sorti d'elle de la façon dont les choses sortent des personnes qui les retiennent depuis trop longtemps. Pas dans un flux limpide, mais en morceaux, se chevauchant, revenant parfois en arrière pour clarifier ce qu'elle avait dit 2 minutes plus tôt. Elle a parlé des semaines après mon AVC, de la peur, de la vitesse à laquelle tout était arrivé. Elle a parlé de mon gendre, de la façon dont il était intervenu, avait géré les choses, comment cela avait été un soulagement dans ses premiers jours d'avoir quelqu'un qui savait quoi faire avec la paperasse, les appels téléphoniques et les compagnies d'assurance. Elle n'avait pas, a-t-elle dit, tout lu ce qu'elle signait. Elle lui avait fait confiance pour le lire. Elle n'avait pas, a-t-elle dit, pleinement compris ce que signifiait la procuration. Elle ne connaissait pas la lettre du cabinet d'avocats de Paris. J'observais son visage tandis qu'elle disait ces choses. Je suis son père. Je connais son visage depuis qu'il était le visage rouge et fripé d'un nourrisson furieux. Je sais quand elle ment, et je sais quand elle ne ment pas. Elle ne mentait pas. Elle était quelque chose de plus complexe qu'une menteuse. Elle était une personne qui avait aimé quelqu'un pendant 11 ans et construit toute sa compréhension d'elle-même autour de cet amour. Et elle était assise en face de moi dans la cuisine de ses parents, commençant à voir clairement l'architecture de cet amour pour la première fois. Et ce qu'elle voyait l'effrayait. Il m'a dit que la lettre de l'avocat était une procédure routinière, a-t-elle dit. Il a dit, toute famille avec un parent âgé dans une situation médicale doit envisager des options. J'ai 64 ans, ai-je dit. J'ai eu un AVC. Je ne suis pas inapte. Elle a sursauté. Pas à cause du mot, mais à cause de la prise de conscience. Je sais, papa, et tu n'es pas âgé. Quelque chose a changé sur son visage alors, et pendant un instant, elle a presque souri. Et dans ce presque sourire, j'ai vu la petite fille qui montait sur mes épaules à la fête foraine, qui se disputait avec moi pour savoir si telle équipe était meilleure qu'une autre, et qui m'appelait à 23 heures juste pour me lire quelque chose de drôle trouvé en ligne. Je sais, a-t-elle redit doucement. Marcus est revenu à l'intérieur après 1 heure. Ma fille lui a serré la main et l'a regardé avec l'expression prudente de quelqu'un qui recalibre. Il l'a guidé à travers ce qu'il avait trouvé dans les documents sans porter de jugement, juste les faits dans le langage plat et clair d'un homme qui a passé 20 ans dans les tribunaux et connaît la différence entre ce qu'est une chose et ce que quelqu'un l'appelle. Elle a posé des questions. De bonnes questions.
Le genre de question qui m'indiquait qu'elle était quelqu'un qui, avec des informations complètes, pouvait penser clairement. Je l'avais su à son sujet. Je l'avais su, puis je l'avais vu lentement, silencieusement étouffé pendant 11 ans. Et être assis là, à regarder cette clarté revenir, était l'une des meilleures choses que j'ai vues depuis longtemps. Mon gendre a appelé 3 fois pendant cette réunion. Elle n'a pas répondu. Ce qui a suivi n'a pas été un événement dramatique unique. C'était une série de petites choses s'accumulant comme la neige s'accumule, imperceptiblement au début, puis indéniablement. Marcus a déposé des dossiers pour contester la procuration sur la base d'une altération cognitive lors de la signature et d'une influence indue. Au cours de ce travail, il a trouvé d'autres choses. Une deuxième demande d'hypothèque faite sur ma propriété à mon insu, une étude notariale que mon gendre avait utilisée pour 3 transactions précédentes et qui avait fait l'objet d'une plainte disciplinaire dans le département. Il a découvert que le cabinet d'avocats de Paris, dont la lettre était arrivée chez moi, n'était pas un cabinet spécialisé dans le droit des personnes âgées, mais un cabinet qui gérait les transferts de propriété et qui avait géré 2 transactions précédentes pour mon gendre au cours des 4 dernières années. Rien de tout cela n'était caché, en fait. C'était le genre de choses parfaitement visible pour quelqu'un qui sait où chercher et parfaitement invisible pour quelqu'un qui fait confiance à la personne qui se tient entre eux et la paperasse. Ma fille a emménagé dans la chambre d'amis 2 semaines après cette réunion à la cuisine. Elle m'a dit que c'était temporaire, le temps qu'elle y voit plus clair. J'ai dit qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. J'ai préparé la chambre d'amis avec des draps propres, ce que ma mère m'a appris et que Carole a perfectionné, et qui est, je crois, l'une des expressions de l'amour les plus fonctionnelles à la portée d'une personne. Des draps propres dans une chambre propre, disant « Tu es la bienvenue ici et tu es en sécurité ». Mon gendre m'a appelé une fois durant cette période. L'appel a duré 4 minutes. Il était mesuré au début, puis moins. Il a utilisé le mot « ingrat », ce que j'ai trouvé intéressant compte tenu de la direction de ce qui s'était réellement passé. Il a dit que j'avais retourné ma fille contre lui. Je lui ai dit que ce que j'avais fait, c'était m'assurer qu'elle avait des informations. Il a dit que Marcus Webb n'était pas un ami de la famille, mais un opportuniste qui manipulait un vieil homme vulnérable pour le bien d'un futur héritage. J'ai réfléchi à cela un moment. Puis j'ai dit, Marcus Webb a fait 35 km pour venir me chercher dans un centre de rééducation parce qu'il y a 30 ans, je l'ai laissé dormir sur mon canapé pendant 3 semaines. Fais-en ce que tu veux. Il a raccroché. Marcus et moi sommes tombés dans une routine durant ces semaines qui m'a surpris par le naturel qu'elle dégageait. Il montait de Paris le week-end. Il avait un bureau là-bas, mais gérait aussi quelques clients dans la région de l'Eure, ce qui rendait le trajet pratique, bien que je soupçonne que la praticité n'était pas la seule raison. Nous dînions ensemble le samedi soir, il me parlait des dossiers sur lesquels il travaillait, et je lui parlais de l'histoire du terrain de la départementale, qui était une exploitation agricole dans les années 40. Et nous regardions le foot avec le volume trop fort parce que nous sommes tous deux malentendants sur exactement la même plage de fréquence, ce qui est une chose que nous avons découverte et trouvée incroyablement drôle. Il a rencontré ma fille durant ses week-ends et a été prudent avec elle. Pas distant, mais prudent. La manière dont on est prudent avec quelqu'un qui guérit de quelque chose. Elle faisait, durant ces semaines, le travail lent et douloureux de séparer ce qu'elle croyait réellement de ce qu'on lui avait appris à croire. Et il n'y a rien de facile dans ce travail et aucun raccourci. Un samedi soir de décembre, nous étions tous les 3 à la table de la cuisine après le dîner, et ma fille a regardé Marcus et a dit « Pourquoi faites-vous tout cela? Vous ne devez rien à mon père. » Marcus a pris son mug de café. Il y a réfléchi un moment. En 1998, a-t-il dit, j'avais 20 ans, et je venais de perdre mon logement et mon emploi la même semaine. C'était en janvier. J'avais 30 € et un sac de sport. Doris de la paroisse, la voisine de votre père, m'a dit qu'il y avait un homme rue des Tilleuls qui pourrait peut-être m'aider. J'ai frappé à la porte, m'attendant peut-être à obtenir un numéro pour un foyer. Il a fait une pause. Votre père a ouvert la porte et a dit « Entrez. Il fait froid. » Et votre mère a préparé le canapé avant même que je puisse dire quoi que ce soit. Ma fille m'a regardé. Il ne m'a pas demandé ce que j'avais fait de mal pour finir dans cette situation, a poursuivi Marcus. Il ne m'a pas fait m'expliquer. Il a juste dit, tu peux rester jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Puis il est retourné à ce qu'il regardait à la télévision. Comme si c'était la chose la plus banale au monde. Je m'en souvenais.
Je m'en souvenais parce que Carole m'avait lancé un regard quand j'étais revenu dans le salon. Un bon regard. Le genre qu'elle réservait au moment où elle pensait que j'avais fait quelque chose d'exactement juste. J'ai utilisé les 200 francs pour payer mes frais d'inscription à l'université, a dit Marcus. Premier semestre, puis le deuxième. Je travaillais la nuit dans un entrepôt de logistique et je vivais dans une chambre de la taille d'un placard pendant 2 ans. L'école de droit est arrivée 8 ans plus tard. Il a posé son mug. J'ai pensé à votre père et à votre mère maintes fois au cours de ces années. Et je suis monté au centre de rééducation Saint-Luc ce jour-là parce que j'avais un client qui y était patient et il se trouvait que j'étais sur le parking quand j'ai vu un homme assis sur un banc avec un sac plastique. Et des vêtements de taille trop grands. Il a regardé ma fille avec insistance. Donc, non, a-t-il dit, je ne dois rien à votre père, mais je choisis d'être ici. Il y a une différence. Ma fille est restée silencieuse longtemps après cela. L'affaire juridique a été résolue au début de la nouvelle année. La procuration a été contestée avec succès. L'enquête sur ma propriété n'a mené nulle part sans l'autorité légale pour la soutenir. Mon gendre a pris son propre avocat, il y a eu 2 lettres très formelles échangées, puis une période de silence qui s'est installée comme quelque chose de plus permanent. Ma fille a demandé le divorce en février. Je n'ai pas célébré cela. Je veux être clair à ce sujet. Il n'y a rien à célébrer dans la fin d'un mariage. Dans le dénouement de 11 ans d'une vie construite avec quelqu'un, dans le deuil particulier de réaliser que ce que vous croyez. Ma fille a pleuré pendant des semaines, à la manière de quelqu'un qui pleure pour plus d'une perte à la fois. Et je me suis assis avec elle à travers cela, de la façon dont mon père ne pourrait jamais s'asseoir avec moi. Parce que j'ai appris de Carole que s'asseoir avec le deuil de quelqu'un n'est pas la même chose que de l'approuver et n'est pas la même chose que de la faiblesse. C'est simplement la chose que l'on fait. Elle a trouvé un appartement en mars dans une ville à 20 minutes. Elle venait dîner 2 fois par semaine et appelait un jour sur 2. Et lentement, tout au long du printemps, j'ai commencé à voir le volume de sa vie remonter, des opinions exprimées pleinement, des rires qui ne se contrôlaient plus, une volonté d'être en désaccord avec moi, ce qui m'avait manqué plus que je ne l'aurais cru. Marcus a déposé les documents finaux sur ma propriété en avril, puis m'a invité à dîner dans le seul bon restaurant de la ville pour célébrer, ce qui signifiait surtout que nous avons trop mangé et parlé jusqu'à ce que le personnel commence à ranger les chaises autour de nous. Je veux vous payer, ai-je dit, pour tout cela. Il m'a regardé de l'autre côté de la table. Je vais dire ce que vous m'avez dit en 1998, a-t-il dit, c'est-à-dire, ne sois pas stupide. J'ai ri. C'était le premier vrai rire que j'avais eu depuis longtemps. Celui qui vient de la poitrine et vous surprend. Je ne vous ai pas dit ça en 1998. Non, a-t-il admis. Mais vous l'auriez fait si j'avais essayé de vous payer. Il avait raison. Il y a une chose qui arrive parfois quand 2 personnes se connaissent à travers une grande distance de temps et de circonstances. Quand les années entre la connaissance ont été des années pleines, vécues pleinement, et que la connaissance revient changée, approfondie et plus large qu'elle ne l'était avant. C'est différent de l'amitié, bien que cela vive dans le même voisinage. C'est la reconnaissance qu'une autre personne est devenue, sans l'avoir planifiée et sans annonce, une partie de la structure de votre vie. Marcus a commencé à appeler les dimanches soirs, ce qui avait été le moment de Carole avec moi pendant 30 ans, et qui était devenu un vide dans la semaine que j'avais appris à remplir avec d'autres choses. Nous parlions de son travail, de mes tomates et du match de la veille. Nous parlions des choses qui étaient arrivées en 1998, de celles qui arrivaient maintenant et de la distance entre elles. Parfois, ma fille m'appelait après lui et je lui disais ce dont nous avions parlé, et elle disait, « Vous êtes ridicules, vous deux. » Sur le ton qui signifie, « Je suis heureuse pour vous. » En mai, Marcus a appelé pour me dire qu'il pensait ouvrir une antenne dans le département pour la gestion de patrimoine et le droit des personnes âgées. Il a dit que la zone était sous-desservie, que le besoin était réel et qu'il y pensait depuis un moment. Il a dit qu'il aurait besoin d'un bureau local, rien de grand. Juste un espace où les clients pourraient venir sans faire 2 heures de route jusqu'à Paris. J'ai une pièce, ai-je dit. La pièce avant donnant sur le porche, bonne lumière. Assez d'espace pour un bureau et 2 chaises. Il y a eu un silence sur la ligne. Raymond, a-t-il dit, c'est votre maison. C'est ma maison avec une pièce dedans qui a une bonne lumière, ai-je dit. J'ai grandi en regardant mon père laisser les gens utiliser la grange quand ils en avaient besoin. Une pièce, c'est moins qu'une grange. Il est resté silencieux un moment.
Vous êtes sincèrement impossible, a-t-il dit. Utilisez la pièce, ai-je dit. Il a utilisé la pièce. À l'été, il y avait une enseigne modeste au bout de mon allée. Et 2 fois par semaine, un petit défilé de gens franchissait mon portail. Des couples âgés dans leurs beaux vêtements et d'autres dans des vêtements de travail, et parfois des gens plus jeunes qui avaient l'air inquiets, de la façon dont le sont ceux qui viennent de perdre un parent et découvrent que le deuil s'accompagne de paperasse. Marcus les recevait dans la pièce avant avec la bonne lumière, et j'apportais du café quand cela semblait nécessaire, et parfois je m'asseyais dans la cuisine et j'entendais le murmure des voix à travers le mur. Le langage prudent et pratique d'un homme aidant les gens à protéger ce qu'ils avaient passé leur vie à construire. J'ai beaucoup pensé à cela cet été-là, à la protection et à ce que signifie l'offrir véritablement, à la différence entre garder quelque chose pour son propre intérêt et garder quelque chose parce que la chose elle-même compte. Mon gendre avait regardé mes 4 hectares et y avait vu un chiffre. Marcus regardait ces mêmes 4 hectares et voyait là où j'avais cultivé des tomates pendant 20 ans et où Carole avait planté les hortensias le long de la clôture qui fleurissaient encore chaque mois d'août sans que personne ne leur dise de le faire. C'est la différence, je pense, entre quelqu'un qui valorise les choses et quelqu'un qui valorise les gens. Je ne raconte pas cette histoire pour me transformer en quelque chose que je ne suis pas. Je n'étais pas particulièrement sage en 1998. J'avais un canapé, Carole avait des draps en trop, et un jeune homme avait froid. Les 200 francs venaient d'un compte épargne que nous gardions pour les urgences, et Carole et moi étions d'accord pour dire que cela se qualifiait comme tel. Il n'y avait rien d'héroïque là-dedans. C'était juste l'ordinaire décence humaine que la plupart d'entre nous gèrent quand le coût en est assez bas et le besoin assez évident. Mais j'ai pensé dans les années suivant mon AVC à toutes les manières dont la décence ordinaire se compose à travers le temps. Comment un canapé en janvier devient des frais d'inscription à l'université, devient un diplôme de droit, devient un homme en manteau de laine gris s'asseyant sur un banc devant un centre de rééducation parce que quelque chose sur le visage d'un vieil homme lui était familier. Comment 40 € de course et un clic-clac peuvent voyager 28 ans et revenir comme quelque chose que vous n'avez pas mérité, n'avez pas attendu et ne pouvez pas rembourser. Ma femme Carole croyait que la gentillesse était une forme de foi, pas une foi religieuse, bien qu'elle ait eu celle-là aussi. Une foi différente. La foi que faire ce qui est juste dans le petit moment où vous vous trouvez compte, même quand vous ne pouvez pas voir comment, même quand le retour est invisible, même quand le monde autour de vous avance un argument convaincant selon lequel le calcul est plus sage que la générosité. Elle n'était pas naïve à ce sujet. Elle comprenait que chaque acte de gentillesse ne revient pas. Elle comprenait que certains partent dans le monde et sont simplement absorbés sans écho, sans retour. C'est très bien aussi. Elle m'a dit une fois, quand notre fille était jeune et que nous parlions de quelque chose, je ne me souviens plus de quoi, une petite frustration au sujet de quelqu'un qui n'avait pas rendu un service, ça vaut quand même le coup de le faire. Le but n'est pas de recevoir en retour. Le but est d'être le genre de personne qui donne. J'ai pensé à cela maintes fois dans ma vie. J'y ai pensé davantage depuis ce matin où j'étais assis sur un banc en béton avec 40 € dans un sac plastique et le silence d'un téléphone qui ne sonnait pas. J'ai 64 ans. J'ai eu un AVC, j'ai réappris à boutonner ma chemise et j'ai une main gauche qui tâtonne encore par temps froid. J'ai 4 hectares qui m'appartiennent et une pièce avant avec une bonne lumière où, 2 fois par semaine, des gens viennent parler de ce qu'ils veulent protéger. J'ai une fille qui m'appelle les jours impairs et vient dîner 2 fois par semaine et qui a remis son volume là où il doit être. J'ai un homme nommé Marcus Webb qui appelle le dimanche soir et se dispute avec moi sur le baseball, et qui a fait 35 km pour venir me chercher dans un centre de rééducation parce qu'il y a 30 ans, j'avais dit, entrez. Il fait froid. Je n'ai pas Carole. Cette absence est permanente. Et j'ai fait la paix avec cela, de la même façon qu'on fait la paix avec la perte d'un membre. Pas en prétendant qu'il n'est pas là, mais en apprenant à se déplacer dans le monde en tant que personne que vous êtes maintenant, avec la forme de la partie perdue faisant partie de votre propre forme. Mais j'ai une famille choisie, dont j'ai décidé qu'elle n'est pas une chose moindre qu'une famille de sang, mais simplement une chose différente. Une famille construite non pas par l'accident de la naissance, mais par l'accumulation de choix, petits et grands, faits au fil des ans. Le choix d'ouvrir une porte en janvier. Le choix de préparer un canapé avec des draps propres. Le choix de s'asseoir à une table de cuisine avec un bloc-notes jaune et de ne pas partir avant que la situation soit résolue. Le choix de mettre son nom sur une pancarte au bout de l'allée de quelqu'un parce que la zone est sous-desservie et que le besoin est réel. Et aussi parce que vous n'êtes pas tout à fait prêt à être à 35 km de l'homme qui vous a appris, sans chercher à rien apprendre,
ce à quoi cela ressemble quand une personne décide simplement d'être décente. Ma fille m'a demandé récemment ce que je veux que les gens retiennent de tout cela. Elle écrivait quelque chose, une nouvelle étape. Un autre volume remonté. J'y ai réfléchi plus longtemps qu'elle ne l'espérait. Dis-leur que cela n'a pas besoin d'être grand, ai-je dit, ce que tu fais. Cela n'a pas besoin d'être dramatique. Un canapé, un peu d'argent, un repas chaud le matin. Dis-leur que ce sont les petites choses qui voyagent le plus loin parce que ce sont celles que les gens portent réellement avec eux. Elle l'a noté. Je pense que Carole aurait aimé cela. Je pense qu'elle aurait dit, j'apprenais enfin à dire tout haut les choses que j'avais toujours su, mais que je gardais dans un tiroir fermé. Elle aurait eu raison. Elle l'avait presque toujours.